Bonjour Corentin Célin. Bonjour. 11 jours après son assassinat, les obsèques de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk ont lieu aujourd'hui aux États-Unis, dans un stade. Donald Trump est annoncé sur place. On attend 100 000 personnes. Qu'est-ce qui en fait un symbole aujourd'hui ? Ce qui en fait un symbole, c'est déjà son importance dans le dispositif politique de Donald Trump. On l'a peut-être pas assez souligné. C'était vraiment le relais principal de Donald Trump dans la jeunesse. Donald Trump considérait que Charlie Kirk lui avait apporté en grande partie sa victoire, puisqu'il faut rappeler que dans l'État d'Arizona, où ont lieu les obsèques, c'était son organisation, donc Turning Point, qui avait été en charge du porte-à-porte électoral et qui, par une stratégie très particulière d'aller démarcher des jeunes électeurs peu fréquents, des gens qui n'allaient pas voter et d'aller les chercher en porte-à-porte, eh bien on considère que ça a eu un impact énorme pour la victoire de Trump en Arizona, qui était un État décisif. Et Trump, pour lui, c'était Charlie Kirk qui lui avait apporté cette victoire, et ce qui avait fait que depuis novembre 2024, Charlie Kirk était vraiment dans le premier cercle de Donald Trump et avait acquis une importance politique majeure. Et aujourd'hui, bien ses obsèques montrent l'importance qu'il avait dans ce dispositif. Et c'est vrai que le choc a saisi les États-Unis, mais toute une partie de l'Europe aussi, où Charlie Kirk devient finalement un objet politique. Je vous propose d'écouter Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Elle s'est exprimée hier en vidéo à la rentrée de Marion Maréchal Le Pen. C'était à Paris. Je veux rendre un hommage sincère à Charlie Kirk, un jeune homme, un père courageux, qui a payé de sa vie le courage de ses idées et le prix de sa liberté. Son sacrifice nous rappelle, une fois encore, de quel côté se trouve la violence et l'intolérance. Alors de quel côté se trouve la violence et l'intolérance ? Elle cible évidemment la gauche. Vous vous attendiez à ce qu'il devienne un martyr de l'extrême droite européenne ? Alors, l'Europe n'est pas mon champ de spécialité. Si on en revient, mais c'est une façon de répondre, si on en revient aux États-Unis, le combat qui a lieu, c'est sur la liberté d'expression. C'est-à-dire que Charlie Kirk avait comme profession, j'allais dire, de foi, de défendre une liberté d'expression intégrale en défendant le premier amendement de la Constitution qui, il faut le rappeler, aux États-Unis, et c'est très différent de l'Europe, garantit une liberté d'expression quasi totale, une liberté de parole quasi totale, y compris, comme le faisait Charlie Kirk, pour des paroles qui peuvent être très choquantes, très blessantes pour certaines personnes ou certaines communautés. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe d'évidence en Europe, c'est que il est devenu le symbole pour la droite nationaliste, national-populiste, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, le symbole d'une liberté d'expression qui a été frappée. Mais on peut rappeler d'une part que rien en démocratie, et beaucoup de grands démocrates américains comme le président Barack Obama l'ont dit, rien ne peut justifier un assassinat politique, jamais en démocratie. Mais de l'autre, rappeler aussi que cette liberté d'expression intégrale défendue par la droite nationaliste, elle doit pouvoir s'appliquer à tous, y compris à ceux qui critiquent Charlie Kirk. Revenons aux États-Unis. Cet assassinat, il s'inscrit dans une série d'épisodes violents avec plusieurs meurtres et tentatives de meurtre d'élus démocrates et républicains. Est-ce qu'on vit un moment de bascule dans la violence aux États-Unis ? Alors, sans nul doute, depuis 2018, toutes les statistiques le montrent, en particulier sur les menaces envers les membres du Congrès, envers les tentatives d'assassinat politiques. On se souvient celle qui avait eu lieu aussi contre les époux Pelosi, Nancy Pelosi, l'ancienne speaker de la Chambre. Depuis 2018, incontestablement, il y a une montée en puissance de la violence politique qu'on n'a jamais vue historiquement. Mais certains parlent de bascule dans la guerre civile. C'est exagéré d'utiliser ce terme ? Alors, pour l'instant, en tout état de cause, c'est exagéré. Et il faut jamais, j'allais dire, céder à une forme de prédiction du pire. Mais incontestablement, depuis les années 1970, c'est le pire moment de violence politique, en matière de violence politique, aux États-Unis. Et ça se double, en plus de la violence politique, d'une dégradation du discours politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la violence, j'allais dire, les tentatives d'assassinat, les tentatives de violence physique, il y a une violence dans le langage, dans le non-respect des uns envers les autres, qui, là aussi, n'a pas été vue depuis les années 1960-70. Et évidemment, on s'interroge sur les causes de cela. Qu'est-ce qui a pu causer cette flambée ? Et
incontestablement, un des facteurs, ce n'est pas le seul facteur, on a avec l'émergence de Donald Trump en politique, la libération d'une parole où on va stigmatiser et, j'allais dire, dénoncer avec violence verbale autrui. Et par ailleurs, on a une polarisation politique qui répond à cela, une polarisation partisane, et tout ceci forme une forme de chaudron dans laquelle la violence verbale, la négation de l'opinion d'autrui amène parfois, dans un pays où il faut rappeler qu'il y a environ, c'est qu'une estimation, au moins, on va dire 400 millions d'armes en circulation, cela amène nécessairement des accès de violence politique. Il y a un terreau, il y a des canaux aussi avec moins de régulation peut-être, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a permis à Charlie Kirk peut-être de développer sa notoriété. Peut-être qu'on peut revenir pour expliquer son phénomène sur la façon dont il s'est exprimé ces dernières années aussi. Oui, alors il faut d'abord rappeler, parce que ça pour un Européen et un Français c'est difficile à comprendre, que le premier amendement de la Constitution garantit vraiment de manière très 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 large la liberté de parole. C'est-à-dire que si on prend la jurisprudence de la Cour suprême qui encadre ce premier amendement, seule une parole publique qui appelle à une action illégale, imminente, ciblée sur une personne, à part ce cas de figure-là, l'État ne peut pas réguler, ne doit pas réguler la liberté de parole. Donc on peut vraiment tout dire. Et Charlie Kirk... il flirtait avec ça finalement. Alors effectivement, j'allais dire sa raison d'être, c'était de montrer, premièrement, qu'on pouvait, qu'on devait tout dire, et le faire par des canaux numériques nouveaux, pour montrer aussi à la jeunesse que c'était la droite nationaliste qui était la liberté de parole, qui était l'audace, et que c'était la gauche, la censure d'État, la censure aussi, à l'époque, il assimilait aussi les grandes firmes de la tech qu'il accusait de vouloir réguler par trop la liberté d'expression. On peut rappeler que Charlie Kirk, à l'époque où Twitter n'était pas encore la propriété d'Elon Musk, avait vu son compte Twitter plusieurs fois interdit. Et donc il disait... regardez, moi, c'est la liberté d'opinion, et eux, entre guillemets, c'est la censure. Donc c'est ça qu'il essayait de démontrer, avec en particulier, pas que, un podcast extrêmement suivi, en particulier chez les jeunes, et par ailleurs aussi des rencontres dans les universités où il essayait de montrer que, eh bien, la liberté de parole, la liberté était incarnée par son courant nationaliste. Vous avez beaucoup écrit sur la classe moyenne blanche américaine, Corentin Sellin, qui a parfois un sentiment de dépossession. Est-ce que on pourrait dire que Charlie Kirk leur a rendu quelque part leur fierté ? Alors, Charlie Kirk, sa cible, c'était plus un combat de reconquête culturelle qui s'adressait d'abord et avant tout à la jeunesse. Ce n'est pas, j'allais dire, innocent de voir que, et ce n'est pas sans rapport, de voir qu'il a été dans les universités qui sont perçues par les conservateurs comme des foyers, j'allais dire, de gauche, des foyers de la culture de gauche, pour mener un combat culturel et pour essayer de reconquérir les esprits de la jeunesse. Avec, encore une fois, je le répète, cet axiome de montrer que, à cette jeunesse, eh bien, premièrement, il faut défendre ses idées, il y a une liberté totale des idées, il ne faut pas hésiter à affirmer ses idées, et deuxièmement, que le camp de la liberté, eh bien, c'était le camp justement de la droite nationaliste, identitaire, auquel il appartenait. Depuis son assassinat, c'est justement la gauche qui est ciblée pour son intolérance, sa culture de la violence, selon Donald Trump. Quand on a Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, en gros, pour nos auditeurs, l'équivalent de notre ministre de la Justice à nous, qui appelle les chefs d'entreprise à dénoncer leurs employés qui critiqueraient Charlie Kirk. Moi, ça m'a fait penser aux Sorcières de Salem, ce livre, cette pièce de théâtre d'Arthur Miller, qui dénonce le McCarthyisme, la chasse aux communistes. Est-ce qu'il y en a un peu de ça ? Est-ce qu'on est dans une ambiance de chasse aux sorcières en ce moment aux États-Unis ? Alors, on est incontestablement dans une ambiance de censure publique, de volonté de censurer les voix hostiles et dissidentes, ce qui est complètement contraire, justement, à la tradition du premier amendement que je rappelais. Oui. Et c'est ce qui frappe dans les dernières heures et les derniers jours, c'est qu'on a en même temps un pouvoir trumpien avec Pam Bondi, avec J.D. Vance, qui disent, vice-président, qui disent, nous avons Charlie Kirk qui est mort pour défendre la liberté absolue des opinions, et en même temps, cette liberté des opinions, et y compris la liberté de critiquer, même violemment, Charlie Kirk, elle est déniée à ceux qui s'opposent. Donc il y a là une contradiction qui est flagrante, et on a vu par exemple, et ça a beaucoup marqué,
à la suite d'une intervention de Brendan Carr, le patron de l'autorité de régulation des communications et des télécommunications, donc celui qui contrôle en particulier la distribution des licences d'émettre des télévisions, bien, on a vu qu'à la suite de cette pression de Brendan Carr, Disney avait choisi de suspendre le show de Jimmy Kimmel, humoriste bien connu sur ABC, propriété de Disney. Pourquoi ? Parce que Jimmy Kimmel avait critiqué les partisans de Trump et leur rapport à Charlie Kirk. Mais j'allais dire, si on suit le premier amendement, lui aussi, il a le droit de pouvoir s'exprimer du moment qu'il n'appelle pas à une action illégale ou violente. On va justement revenir dans quelques instants avec vous, Corentin Sellin, sur ces attaques de Donald Trump contre les médias, contre la démocratie en général. Ce sera dans la suite de ce 8h30 avec vous. Ce sera également après le fil info à 9h moins le quart avec Julien Raymond. Julien, le sénateur Joël Guerriau va démissionner de son mandat début octobre. Ce sénateur soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso afin de la violer il y a 2 ans. Ce départ n'est pas une conséquence de cette affaire judiciaire, mais la traduction d'un engagement pris aux dernières sénatoriales selon son camp. Sandrine Josso a fait part de son dégoût. En Syrie, 7 civils tués hier dans un bombardement mené par des forces gouvernementales dans le nord du pays, zone où des affrontements ont éclaté avec les forces démocratiques syriennes, bras armés des Kurdes. Des inscriptions islamophobes retrouvées à Fontaine, en Isère, près de Grenoble, sur la façade d'une salle utilisée pour la prière par une association culturelle musulmane. L'inscription Islam dehors gravée, ainsi que du saucisson et des os de côte de porc découverts sur le pas de la porte. L'association a déposé plainte, la mairie s'apprête aussi à le faire. La défaite hier des Françaises en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminin, 35-17 face à l'Angleterre. Les Bleus ont fait douter pendant 1 heure les grandes favorites de la compétition. C'est la 9e défaite en demi-finale d'un mondial pour la France qui n'est jamais parvenue au-delà. France Info. Le 8h30 France Info, Benjamin Fontaine, Camille Vigogne-Lecoat. Corentin Sellin, vous êtes toujours avec nous, spécialiste des États-Unis. On en parlait juste avant le Flash Info, la suspension de Jimmy Kimmel, l'animateur de la chaîne ABC. On va se demander ensemble qu'est-ce que ça raconte et si c'est le début de quelque chose de plus vaste. Je voulais vous faire écouter Donald Trump. Il s'exprimait cette semaine dans l'avion qu'il ramenait du Royaume-Uni au sujet justement des chaînes de télévision et de leur liberté d'émettre ou non. 97% des télés sont contre moi. Ils ne me font qu'une mauvaise publicité, une mauvaise presse. Ils ont une licence et je me dis, peut-être qu'il faut qu'on leur enlève. Il pourrait faire ça, Donald Trump, enlever leur licence à 97% des télés qui sont contre lui? Alors, comme je le rappelais, il ne peut pas le faire directement, mais il se trouve qu'à la tête de la commission fédérale des communications, qui est pour certains aspects l'équivalent de l'Arcom française, il y a un homme qui est un de ses plus chauds partisans, donc Brendan Carr, et qui, lui, aujourd'hui, exerce précisément ce type de pression, c'est-à-dire il dit aux grands réseaux de télévision, soit vous faites ce que je veux, et c'est-à-dire que selon lui, vous devez arrêter de discriminer les opinions conservatrices et de dire du mal du président Trump, ou bien je suspends vos licences. Et c'est cette menace, clairement, qui, là, dans le cas de Disney, a amené Disney à céder et à dire, bon, on suspend Jimmy Kimmel. Il y a eu des manifestations, notamment devant Disney, pour protester contre cette suspension. Ça trouve un écho dans l'opinion publique ou c'est marginal? Alors, sur le fait de la manifestation, évidemment, ça ne rassemble pas toujours grand monde parce qu'il y a une culture à la manifestation qui est très différente de celle de la France, mais qui est un choc et un émoi dans l'opinion, il est énorme. Il faut rappeler quand même, c'est une évidence, mais que le pays électoralement était coupé en deux, avec une majorité en voix populaire pour Donald Trump, mais qui était, en termes de, je parle là de majorité en voix populaire, on a quasiment 2 blocs égaux et évidemment on a une Amérique progressiste démocrate qui est extrêmement choquée. Pourquoi ? Parce que on n'a jamais vu ça. Un président des États-Unis qui utilise les instruments de l'État, de la puissance publique pour faire taire des humoristes. Je veux dire, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça très bien, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis et que ça va au contraire d'une liberté d'expression qui est garantie par le premier amendement,
et que prétend justement défendre Donald Trump et son camp. Donc c'est ce qui choque, c'est-à-dire ces espèces de... Il y a deux mesures sur la liberté d'expression. Liberté d'expression pour Trump et ses partisans, mais apparemment pour ceux qui ne sont pas d'accord, il y a moins de liberté d'expression. Et on voit Donald Trump s'en prendre aux médias, au monde universitaire, à la recherche, il s'en est pris aux minorités, à la justice aussi. On a parfois le sentiment qu'il y a une dérive autoritaire. Est-ce que c'est excessif de dire ça ? Il y a incontestablement une évolution autoritaire. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on a une présidence qui a été dotée au fur et à mesure de l'histoire de pouvoirs très étendus, mais qui jusqu'ici étaient régulés par des contre-pouvoirs dont on s'aperçoit cependant que c'était des contre-pouvoirs qui étaient basés sur la volonté de les respecter, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très contraignants, ça jouait sur l'état d'esprit de celui qui était titulaire de la présidence. Et là, l'état d'esprit a changé. C'est-à-dire que Donald Trump, il ne veut plus être limité par personne dans l'exercice de sa présidence. Donc, on a une présidence, j'allais dire, déchaînée, qui veut retirer tous les contre-pouvoirs qui pourraient la bloquer. Et donc, il y a forcément une évolution vers un modèle au moins, on va dire, illibéral au sens... Illibéral, pour que nos auditeurs comprennent, c'est quelque chose qui ressemble à une démocratie, mais qui n'en est plus vraiment une, qui est à mi-chemin entre une démocratie et un régime plus autoritaire. Oui, et surtout une démocratie, généralement, où le pouvoir présidentiel, le pouvoir exécutif n'a plus de limite. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Je prends un exemple. Cette nuit, Donald Trump a mis la pression publiquement à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, qu'on évoquait, pour poursuivre ses opposants politiques, en lui disant, en quelque sorte, bon, ça va pas assez vite, il faut les poursuivre. Depuis 50 ans, depuis le Watergate, avait été mis en place des garde-fous pour que le président, certes, qui nomme son ministre ou sa ministre de la Justice, ne puisse pas intervenir dans des affaires judiciaires individuelles. Ce qui est intéressant, par exemple, il y avait des règles qui avaient été fixées par le ministère de la Justice qui définissaient les canaux de communication entre la Maison-Blanche et le ministère de la Justice. Donald Trump, il a fait changer ses règles et il estime que désormais, sa ministre de la Justice, elle doit faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, par exemple, c'est poursuivre ses opposants politiques. Bon, c'est quand même une grande nouveauté dans l'histoire des États-Unis. L'autre actualité de ce week-end, Corentin Cédin, c'est cette histoire de visas, des visas dans la tech qui vont désormais coûter $100 000. Autrement dit, si par exemple Google veut embaucher un Français, un Indien, il faudra passer à la caisse ou embaucher un Américain. Est-ce que vous pensez que les patrons de la tech, qui ont prêté d'ailleurs allégeance à Donald Trump, vont rester sans rien dire ? Alors, il ne reste pas sans rien dire. Il y a eu des récriminations déjà. Les plus gros se sont tus jusqu'à présent. Voilà, mais il y en a quand même certains qui ont un petit peu parlé. Il y a pas, la mesure est récente. Il faut quand même pas oublier que c'est une mesure qui met un coin dans la coalition de Donald Trump. Cependant, ça, il faut bien le dire. On se souvient que Elon Musk était très opposé à cela, et que en fait là, Donald Trump, avec cette nouvelle mesure, il suit vraiment, j'allais dire, les nationaux populistes, ceux pour qui l'immigration c'est le totem absolu du camp Trump, et donc même des immigrés très qualifiés, on n'en veut pas. Quelqu'un comme Stephen Bannon par exemple, et il s'éloigne un peu de Musk qui disait non mais moi dans mes entreprises j'ai besoin de ces immigrés très qualifiés. Donc là on voit que Trump fait un choix très idéologique, et donc avec le risque effectivement que ces nouveaux alliés de la tech, c'est les nouveaux grands milliardaires qui ont fait allégeance, lui disent non mais là il faudrait peut-être amender la chose. Alors on va attendre, parce que même par sa forme, ça fait quand même partie, encore une fois, de ces mesures que Donald Trump annonce à grand spectacle. Après, il faudra voir l'application, si c'est vraiment fait, etc. Ouais. Juste très brièvement, Barack Obama a dénoncé une dérive, a parlé de cancel culture, de culture de l'effacement. On les entend pas trop, les opposants, les démocrates depuis. Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, il faut rappeler que les démocrates ont été battus aux élections de 2024, et qu'à l'échelon fédéral, le Congrès dans ces deux chambres est majoritairement républicain, donc majoritairement avec Trump. La présidence est républicaine, on l'a dit. Ils sont dans l'opposition. Mais il n'y a pas de prise de parole forte. Oui, mais le problème après, deuxième problème, on a un problème de leadership. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, ils ont grillé toutes leurs cartouches. À la fois le président sortant, Joe Biden, qui s'est retiré, et sa vice-présidente qui a pris sa place dans les conditions qu'on sait et qui a été battue. Donc aujourd'hui, à l'échelle nationale, ça manque d'une incarnation. Il y a des potentiels successeurs comme le gouverneur de Californie, Newsom, qui s'affirme avec une communication un peu en symétrie maintenant de Donald Trump, mais
aujourd'hui, un manque d'incarnation. Et puis, est-ce qu'il faut se contester complètement Donald Trump, être à l'opposé de Donald Trump, ou est-ce qu'il faut essayer d'aller chercher les électeurs qui ont quand même voté, certains des électeurs qui ont quand même voté majoritairement pour Donald Trump l'an dernier. Et ce problème-là, il n'est pas encore résolu aussi sur la stratégie des démocrates. À définir. Ouais, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Corentin Célin. On lit vos chroniques sur les États-Unis sur le site Les Jours. Merci Camille. On vous retrouve dans le Nouvel Obs pour suivre l'actualité politique. À très vite sur France Info. Cette interview est à retrouver en intégralité sur YouTube. Très bonne journée.